Bonjour et bienvenue sur Croisée des Chemins. Commençons par quelques mises à jour sur la crise frontalière. Beaucoup de choses se passent là-bas. Le secrétaire d'État Antony Blinken marque son premier voyage en Amérique centrale en déclarant que les États-Unis veulent un engagement commun avec ces pays sur la migration. Il affirme que s'attaquer aux causes profondes de la migration est une responsabilité partagée. C'est ce qui ressort des entretiens avec le président du Costa Rica. Antony Blinken, secrétaire d'État américain, affirme que la migration irrégulière à laquelle nous assistons n'affecte pas seulement les États-Unis, elle affecte pratiquement tous les pays de la région, y compris le Costa Rica. Blinken dit que les États-Unis préparent un programme d'aide de 4 milliards de dollars pour aider les pays de la région à relever les défis de la migration irrégulière. Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'agit de sauver des vies, mais cela ne signifie pas qu'en recevant un don, nous allons compromettre notre dignité en tant que nation. La vice-présidente Kamala Harris doit se rendre dans la région à la fin de la semaine. L'administration Biden a adopté une approche de la crise frontalière nettement différente de celle de l'administration Trump. Et autre changement majeur, l'administration Biden a officiellement mis fin à la politique du maintien au Mexique de l'ère Trump. Cette politique maintenait les immigrants illégaux et les demandeurs d'asile au Mexique dans l'attente de leur procès. Elle est entrée en vigueur en janvier 2019. Selon les données du département d'État, entre le 19 février et le 25 mai 2021, ce programme a traité plus de 11 000 personnes aux États-Unis. Biden l'a d'abord suspendu en janvier de cette année, puis a ordonné aux agences de le revoir. Il a publié un décret début février demandant aux agences de le réexaminer et d'envisager de le supprimer. Et mardi, le ministère de la Sécurité intérieure a demandé à ses employés de ne plus l'appliquer. Le secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas, a publié un mémo dans lequel il indique qu'il met fin au programme. Il ajoute que le programme n'a pas réussi à améliorer la gestion des frontières. Mayorkas a également déclaré que le programme cité n'est pas la meilleure stratégie pour mettre en œuvre les buts et les objectifs de l'administration Biden-Harris et que la cessation du programme est la plus cohérente avec les objectifs politiques plus larges de l'administration et des besoins opérationnels du ministère. Et il a déclaré que les États-Unis devraient regarder bien au-delà de leurs propres frontières pour le gérer. Mais la fin de la politique du Remain in Mexico pourrait se heurter à des résistances dans les États frontaliers, comme par exemple le Texas. Et en parlant du Texas, le gouverneur Greg Abbott a fait une déclaration de catastrophe le même jour en réponse à la crise humanitaire. Il a déclaré que les politiques d'ouverture des frontières de Biden ont ouvert la voie à de dangereux gangs et cartels, à des trafiquants d'êtres humains, comme le fentanyl, et qui se déversent dans nos communautés. Selon M. Abbott, les propriétaires fonciers le long de la frontière voient leurs biens endommagés et vandalisés quotidiennement. Mais M. Biden ne fait rien pour les protéger. La déclaration du gouverneur vise à protéger les propriétaires fonciers et à mieux faire appliquer les lois relatives aux intrusions criminelles, à la contrebande et au trafic d'êtres humains. M. Abbott a dit qu'en déclarant l'état de catastrophe dans ces comtés, le Texas disposera de davantage de ressources et de stratégies pour protéger les propriétaires fonciers et faire appliquer toutes les lois fédérales et étatiques visant à combattre les activités criminelles découlant de la crise frontalière. En collaboration avec les forces de l'ordre locales, l'État continuera à prendre des mesures énergiques et significatives pour assurer la sécurité de nos communautés. Fin de citation. Le Texas va également cesser de délivrer des licences d'État aux établissements de garde d'enfants qui hébergent des immigrants illégaux pour le compte du gouvernement fédéral. Et toujours au Texas, les shérifs des comtés frontaliers proposent une nouvelle méthode pour assurer la sécurité de la frontière. Il s'agit de lutter contre des dizaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière qui échappent chaque mois à la capture le long de la frontière. Les shérifs des comtés frontaliers du Texas commencent à les faire inculper pour violation de propriété, fuite à pied et mise en danger de la vie ou de la santé d'un enfant. Les délits les plus courants sont les poursuites en voiture à grande vitesse, les intrusions, les effractions et les vols de véhicules. Le shérif du comté de Kinney, Brad Coe, a récemment déclaré à une foule que, je cite, « Je vais commencer ici localement, si nous les attrapons, nous allons commencer à poursuivre ces personnes
qui s'introduisent sur votre propriété et toute autre accusation légitime que nous pouvons ajouter pour essayer de les dissuader de venir dans le comté de Kinney. Nous allons essayer de tenir ces gens pour responsables. Coe a déclaré que son comté commencerait à facturer les intrusions à partir du 1er juin. Il a fourni aux éleveurs un formulaire qui autoriserait le shérif à porter plainte en leur nom si quelqu'un est pris sur la propriété, évitant ainsi à l'éleveur de venir en ville pour porter plainte à chaque fois qu'un intrus est attrapé. Pour de nombreux éleveurs locaux, c'est un événement quotidien. Le procureur du comté de Kinney, Brent Smith, se prépare à traiter un grand nombre de nouvelles affaires d'intrusion. Le procureur du district, quant à lui, s'occupera des délits comme le trafic d'êtres humains. Le comté voisin d'Edward fait de même. Penchons-nous à présent sur les immigrants clandestins qui entrent dans le pays, à quoi ressemble leur voyage. Beaucoup d'entre eux mettent en garde contre ce dangereux voyage, affirmant que des viols et les meurtres sont fréquents sur le chemin. 3 jeunes migrants racontent au correspondant de guerre Michael Youn qu'ils ont été témoins de viols et de meurtres tout au long de leur voyage vers les États-Unis. Les 3 hommes se trouvaient dans un campement de migrants au Panama et ils ont déjà traversé les jungles de Colombie depuis leur pays d'origine, le Venezuela. L'un d'eux prévient que la traversée n'est pas facile. Il y a des morts, des enfants violés, ils nous volent. En réalité, ce n'est pas bon pour tout migrant qui veut traverser cette jungle, dit-il. Il poursuit en disant « Je vous le dis en tant qu'ami, je ne vous le recommande pas, ne traversez pas, ne traversez pas ». Fin de citation. Les jeunes hommes ont fui le Venezuela en raison de la pauvreté sous le régime de Maduro et espèrent passer en Amérique afin de soutenir leur famille. Alors ils disent qu'au Venezuela ils sont sérieusement affamés, c'est pour ça qu'on a fait le voyage par là. Ne le recommandez à personne, s'il vous plaît, à personne. Les Vénézuéliens racontent qu'ils ont été dépouillés de leur nourriture et de leur argent lors du voyage à travers la jungle jusqu'au Panama. Ils déconseillent fortement à quiconque d'emmener des femmes et des enfants dans ce dangereux voyage. Ils racontent que sur leur chemin, 2 enfants sont morts. Sur notre chemin, ils ont violé 3 personnes, 3 filles, l'une avait 12, 13 et 14 ans. Dans son rapport sur les migrants, Youn parle également des conditions sanitaires préoccupantes. Il dit que de nombreuses rivières que les migrants doivent traverser sont pleines de maladies d'origine hybrique et que ce sont de nombreux bébés migrants ont la diarrhée. En avril, les services de douane et de la protection des frontières ont appréhendé plus de 178 000 personnes ayant franchi illégalement la frontière. La plupart d'entre eux sont des adultes célibataires, mais les agents du CBP ont également appréhendé près de 14 000 mineurs non accompagnés originaires des pays du Triangle Nord. L'agence doit publier les chiffres du mois de mai la semaine prochaine. De nombreux législateurs ont averti que la crise frontalière ne concerne pas seulement les migrants d'Amérique centrale à la recherche d'une vie meilleure, mais aussi les menaces iraniennes et chinoises. Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a qualifié la crise frontalière de crise de sécurité nationale. Ces commentaires font suite à un briefing sur la sécurité en mai concernant les terroristes présumés capturés à la frontière américano-mexicaine le mois précédent. Le contenu du mémo reste confidentiel, mais M. McCarthy a déclaré à Fox News que ce qu'il avait appris le rendait encore plus inquiet sur la sécurité de l'Amérique qu'auparavant. Il a poursuivi en disant que la crise frontalière s'est transformée en une crise de sécurité nationale et avec des rapports publics montrant que plus de 150 000 individus échappent aux forces de l'ordre à la frontière chaque jour, il faut s'en occuper immédiatement. McCarthy a demandé ce briefing classifié le mois dernier après que 2 Yéménites arrêtés à la frontière aient été identifiés sur une liste de surveillance terroriste. L'augmentation du nombre de migrants traversant la frontière a également alimenté les craintes de cas de virus. À ce propos, les entreprises peuvent-elles exiger que leurs employés se fassent vacciner sans violer les lois fédérales? Selon la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi, la réponse est oui. Les entreprises peuvent exiger que leurs employés se fassent vacciner contre le Covid-19 sans violer les lois fédérales. L'agence a publié cette directive le 28 mai. Tant qu'ils ne violent pas la loi sur les Américains handicapés ou le titre 7 de la loi sur les droits civils qui empêche la discrimination, ils peuvent exiger les vaccins. Mais les lois des États et les lois locales peuvent avoir une incidence sur la possibilité pour les entreprises de poser ces exigences.
Les employeurs devront également prévoir des aménagements raisonnables pour les travailleurs qui ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons religieuses, de grossesse ou de handicap. Ces mesures interviennent alors que la pression en faveur des incitations à la vaccination se poursuit. La Virginie occidentale est le dernier État à se joindre à la campagne. Le gouverneur Jim Justice a annoncé que les personnes qui se feront vacciner participeront à un tirage au sort pour gagner des armes personnalisées ou $1 million. Il a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que nous allons donner 5 fusils de chasse personnalisés et 5 fusils de chasse personnalisés pour la fête des pères. Et également le jour de la fête des pères, nous allons faire de l'un d'entre vous un millionnaire. Nous allons offrir $1 million à quelqu'un le jour de la fête des pères, ajoutant que l'État prévoit également de distribuer des bourses d'études et des camionnettes. Pour rappel, l'Ohio avait lancé cette tendance début du mois de mai. Le gouverneur Mike DeWine avait annoncé que 5 habitants recevraient chacun $1 million dans le cadre d'un tirage au sort de type loterie. La campagne a-t-elle fonctionné? Il semble que oui. L'Ohio a vu son taux de vaccination augmenter de 28% à la suite de cette annonce. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.